8h32, une belle dernière demi-heure. Restez là, bougez pas. Georges Goma est au bout du fil. Il est avec la journaliste bien connue au Congo, là, Sadio Morel-Kanté, qu'on surnomme la Jeanne d'Arc du Congo. Alors, on y va de ce pas avec Georges, puisqu'il est au bout du fil. Bien heureuse de lui parler ce matin, là, en direct de Paris, puisqu'on va parler de l'actualité congolaise. Georges, bonjour. Madame Morel-Kanté, bonjour à vous deux. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va, Georges? Vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, oui. Excellent, excellent. Alors, comme je le disais, Georges, je suis en compagnie de la journaliste là, Sadio Morel-Kanté. Évidemment, cette chronique-là revêt un caractère bien particulier. Vous êtes à Paris et le dictateur, là, Sassou Nguesso, est là aussi à Paris pour essayer peut-être de convaincre de la légitimité de son coup d'État là, au président Hollande. Oui, exactement, Caroline. C'est bon. Chronique d'Afrique noire se fait en direct avec Paris et ça tombe à point parce que la géographie de la politique congolaise s'est déplacée à Paris avec l'arrivée de Monsieur Sassou Nguesso, notre dictateur bien-aimé, à Paris, oui, pour rencontrer le président François Hollande et certainement aussi pour continuer une discussion qu'ils ont à leur niveau aussi, parce qu'ils se sont rencontrés à beaucoup de fois. Et ce qui est important, c'est quoi? C'est que le président Hollande a un positionnement qui est clair. Le positionnement, c'est le respect des textes constitutionnels, le respect de la Constitution de 2002 qui a été mise en place impulsée par la législature Sassou Nguesso et qu'il veut remettre en cause maintenant parce que cette constitution ne sert plus ses intérêts personnels. Vous voyez? Oui. Et donc, il vient pour convaincre Monsieur Hollande pour continuer son coup d'État constitutionnel. Oui. Il n'y a pas une autre expression pour désigner la démarche de Monsieur Sassou Nguesso. Parce que la Constitution de 2002 dispose clairement, à travers deux de ces articles les plus importants, l'intangibilité de deux articles, plus de 70 ans, vous pouvez plus être candidat à la présidence, et plus de 2 mandats de 7 ans, dans 14 ans, vous pouvez plus être candidat à la présidence de la République. Et donc, ils vont réduire un peu cette constitution pour en mettre une autre, puisque le changement de la constitution suppose qu'il veut mettre une autre constitution qui fasse sauter, n'est-ce pas, ce verrou, ces 2 verrous de l'âge et du nombre de mandats. Et donc, oui, vas-y. J'allais dire, je pose la question à vous, Georges, ou à Madame Morel-Kanté. Qu'est-ce qu'on espère de Monsieur Hollande? Qu'est-ce que Sassou Nguesso espère de Monsieur Hollande, puisqu'il a dit qu'il voulait qu'on respecte la Constitution? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il pense que Monsieur Hollande... Oui. Écoute, oui, mais je vais commencer par répondre et ensuite sur la question de savoir qu'est-ce que Monsieur Sassou Nguesso espère de Monsieur Hollande. Je vais passer donc la parole à Madame Morel-Kanté qui est là avec beaucoup de plaisir. Je suis très comblé de sa présence ici et moi je suppose que Monsieur Sassou Nguesso ne sait faire que le passage en force. Je ne vois pas une autre raison pour laquelle il vient de voir Monsieur Hollande qui a clairement donné sa position sur la question congolaise. Oui. Il l'a affirmé et l'a réaffirmé. Donc c'est le passage en force. Vous voyez, avant que je ne passe la parole à Madame Kanté, Monsieur Sassou Nguesso a initié un ensemble de ce qu'il appelle des concertations avant d'aboutir à ce qu'il appelle son fameux référendum. Mais ces concertations, l'opposition n'a pas participé à ces concertations, parce que la démarche de M. Sassou Nguesso est une démarche nombrélique, c'est-à-dire qu'il ne pense qu'à lui. Il n'a jamais eu une concertation, n'a pas discuté avec l'opposition pour mettre en place une démarche qui soit une démarche consensuelle. C'est ça qui est important. Donc c'est le passage en force, il n'y a pas autre chose que cela. Et M. Sassou Nguesso qui nous entend, il le sait très bien qu'il n'a toujours réussi ses affaires que par le passage en force. Mais comment peut-on
peut-on se déclarer de la démocratie si chaque fois vous imposez vos points de vue? Et à ce moment-là, faites un effort, brisez tout et mettez une monarchie au Congo-Brazzaville. Mettez un royaume, comme ça personne ne pourra parler. Ne vous revendiquez pas de la démocratie quand vous ne donnez pas la parole à l'opposition. Et ça, les gens autour de M. Sassou Nguesso, ils le savent très bien, profondément, que c'est ça leur démarche. Ouais. Alors, je vais vous passer Madame Kanté pour répondre à son niveau à cette question-là. Oui, Madame Kanté, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis quand même étonnée, le président Hollande a accepté de recevoir M. Sassou Nguesso? Oui, M. Hollande reçoit Sassou Nguesso non pas pour parler premièrement de son changement de constitution, mais c'est pour surtout parler du climat, parce qu'il y aura un sommet à Paris sur le climat entre l'Europe et l'Afrique, ou entre la France et l'Afrique, et aussi de la question sécuritaire. Parce que Sassou Nguesso s'est autoproclamé, il s'est imposé comme un médiateur de la crise centrafricaine. Or, c'est une crise, quand on ne fait pas attention, qui risque de se régionaliser, et ça pourrait être grave. Or, Sassou s'est imposé en imposant de l'argent, parce qu'il a pratiquement mis beaucoup d'argent pour les salaires des Centrafricains, pour tenter d'être incontournable dans la gestion de cette crise. Et donc, il n'est pas venu spécifiquement pour parler de son changement de constitution. Parce que quand on analyse bien ce voyage-là, on a vu que quelques jours auparavant, Hollande s'est rendu en Afrique, sans pour autant passer par le Congo. Donc, c'est Sassou qui lui court après, alors que cette mission, les 2 points évoqués dans les thèmes officiels, auraient pu être gérés par un ministre qui aurait pu voir son homologue français ici et en parler. Mais Sassou a cette envie-là, alors que de rencontrer l'Occident, de faire croire à son peuple qu'il est considéré par les Occidentaux, alors que dans le même temps, il fait un discours opposé. Il crée un sentiment anti-occidental, anti-français surtout, par l'intermédiaire de son ministre des zones économiques et spéciales, Alain Akwala pour ne pas le nommer, qui est en train de mettre dans la tête de la jeunesse congolaise que les maux du Congo sont dus à l'Occident. Alors qu'ils oublient qu'en 97, c'est la même France qu'ils ont sollicité pour revenir en France par les armes. Avec la complicité donc de cette même France qui aujourd'hui a d'autres enjeux. Et Sassou n'a que son pétrole. Or, le pétrole aujourd'hui ne représente plus un grand enjeu économique. Les gens sont en train de diversifier leurs économies. Et puis, on a tout à côté l'Angola, qui est beaucoup plus richement en pétrole que le Congo, donc qui aujourd'hui intéresse beaucoup plus la France que le Congo de Sassou. Sassou a baissé dans l'estime de la communauté internationale. Il veut se racheter une virginité qui lui sera difficile, parce que cette même communauté sait qu'il achète beaucoup d'armes. Oui. Il va diriger contre qui? Oui. Parce que dès qu'il est mis en minorité, ce monsieur a ce chic de vouloir revendiquer des dialogues et des concertations qui sont anticonstitutionnels, qui n'existent nulle part, sinon que dans sa volonté à lui de vouloir se maintenir. Et comme Georges venait de le dire, ce monsieur a une démarche très nombrilique. Il ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à sa famille, il ne pense qu'à piller le Congo. Et ailleurs, on aurait pu voir que ce président allait se déplacer avec une importante délégation d'hommes d'affaires pour parler affaires dans un contexte où la France a quand même besoin des matières premières africaines et plus précisément congolaises, qui a une faune et une flore et un espace halieutique très très important qui est alléchante. Mais Sassou a fait la couverture du problème du climat et de la sécurité comme marchepied pour tenter de convaincre Hollande, qui à plusieurs reprises lui a dit au sommet de Dakar, il a fait savoir en imposant plutôt Jean-Michel que Lopez, et à Lomé, au Bénin tout dernièrement quand il est allé voir Yahi Boni, il a réitéré cette volonté de voir des institutions fortes et l'alternance en Afrique, mais pas à la Sassou qui fait plutôt une concertation exclusive à son camp, à son ethnie, à sa tribu, à ses proches, pas à tous les Congolais, c'est pas du tout élargi à tous les Congolais. Et pendant qu'il était en France, il y a un opposant qui arrive en France pour un meeting qui va se tenir entre opposants le 11 juillet, à qui il a interdit de sortir. Ah oui.
Voilà. Donc, on ne peut pas dire que, sous le prétexte que aucun acteur politique ne sortira du pays tant que le dialogue n'a pas eu lieu. Et lui, pendant ce temps, est sorti. Est-ce qu'il est plus congolais que d'autres? Il a mandat du peuple, s'il l'oublie. Hein. Oui, voilà. Vous êtes journaliste, Madame Morel-Kanté. Vous pouvez le constater, vous en avez parlé. Il y a une propagande, une manipulation dangereuse qui s'opère donc auprès de la population. Est-ce que vous vous sentez muselé? Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut sortir du pays pour pouvoir parler? Au pays, comment ça se passe? Est-ce que vous avez la possibilité de dénoncer Sassou Nguesso? J'ai tenté de le dénoncer étant sur place. Les conséquences étaient que chaque 3 mois, j'étais menottée, mise en prison, et la dernière trouvaille était que je suis pas originaire de mon pays, de mon propre pays. Ils m'ont chassé de mon pays. Je suis pas la seule. Moi encore, je vis. Je pense à Bruno Osebi, un autre journaliste qui a été brûlé avec sa famille dans sa maison parce qu'il dénonçait une mafia qui se passait au port de Pointe-Noire, et ça a été fait de façon synchronisée avec son confrère du même journal qui était ici à Paris. Heureusement pour celui-là, il se trouvait pas dans sa maison, donc sa maison a brûlé sans que lui soit mort. Mais je pense encore à ce jeune qu'on a tué juste au mois de mars là, Régis Batola, parce qu'il vendait pour vivre des CD, des discours d'opposants de France, parce qu'on peut pas entendre les opposants sur place. Ils sont pourchassés jusqu'à dans leur propre maison quand ils essaient de se retrouver. Ils sont mis en prison. Ils sont torturés. Je dis en passant, je dis fortement que le Congo est un centre de torture à ciel ouvert. Et Sassou ne veut pas de témoins à sa démarche meurtrière, à sa démarche assassine à peuple. Parce qu'on n'a jamais vu, très, très rarement, un président qui fait appel à des étrangers. En 97, par exemple, c'était le cas, pour tuer son peuple. Il a fait appel aux Angolais, aux Tchadiens et aux Rwandais pour massacrer son peuple. Et pendant son séjour ici, c'est son neveu, Edgar Nguesso, qui fait appel aux brigands, quelques Congolais et beaucoup d'étrangers, pour intimider des opposants en France ici par une vidéo qui circule, que tout le monde a pu voir. Donc, ils ont cette oppression dans le sang. Et tout dernièrement, il y a quelques semaines, Sassou, en déplacement dans le sud du pays, a parlé du goût du sang dans la bouche. Comment un chef d'État, digne de ce nom, respectueux de son peuple, qui a mandat de peuple, peut intimider jusqu'à parler du goût du sang dans la bouche que quelqu'un... Et puis, la surenchère sur le mot paix que Sassou fait. C'est-à-dire, un pays, si le Congo n'était pas en paix, ça se saurait. Si le Congolais était violent, ça se saurait. On serait tous dans la rue et Sassou sous terre. Ouais. Mais jusque-là, le Congolais observe, parce qu'il a un tempérament de paix. Mais cette paix est menacée par Sassou qui en fait chantage, c'est-à-dire quand il dit qu'il est l'homme de la paix pour lui, c'est que vous faites ce que je veux, sinon vous n'aurez pas la paix, quoi. Voilà un peu la démarche de Sassou par rapport à la paix, par rapport à l'oppression que tout le monde subit. On ne peut pas parler sur place. Aujourd'hui, depuis que je suis en France il y a environ 2 mois, j'ai beaucoup plus parlé qu'en 2 ans de séjour dans mon propre pays à Brazzaville en tant que journaliste. Oui, on comprend très bien donc que vous êtes muselé là dans votre propre pays, mais comment réagit la communauté internationale? Je vous pose la question, ou à Georges, là, on a l'impression, vous nous en parlez ce matin, on le sait grosso modo, mais ça fait pas les manchettes. Comment on réagit et que devrait faire la communauté internationale selon vous? Oui, maintenant, il y a des défenseurs de droits de l'homme qui produisent des rapports, qui enlèvent beaucoup de points. Par exemple, après mon expulsion, il y a eu l'expulsion d'un autre journaliste, confrère camerounais, Ellie Smith. Ça fait que RSF a enlevé 25 points au Congo. À propos des affaires, en ce qui concerne le climat des affaires, nous sommes les avant-derniers, parce que ça favorise de remettre des licences d'exploitation de commerce et d'ouverture d'entreprises aux étrangers plutôt qu'aux nationaux. Donc, le climat des affaires est très morose. Partout ailleurs, en 3 jours, on peut créer une entreprise. Au Congo, il faut 163 jours pour pouvoir créer une entreprise. Et tout ça, c'est grâce à la pression de la communauté internationale qui produit des rapports. Les droits de l'homme produisent des rapports. Ça fait que les investisseurs sérieux sont frileux et mettent un peu en marge le Congo dans leurs priorités d'action. Et c'est malheureusement le peuple qui en pâtit. Mais moi, je crois qu'il devrait y avoir une pression beaucoup plus forte, que l'Union africaine s'investisse davantage pour montrer qu'on n'a pas besoin de dictateurs, qui prennent la peine de pouvoir faire appliquer les chartes qu'eux-mêmes produisent. Sinon, on s'en sortira pas. Plus de 30 ans de dictature, c'est plus de 30 ans de manque de développement. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Et
ça semble plaire à Sassou comme ça, pour quelqu'un qui se dit homme de la paix. La paix commence par la justice sociale, par l'instauration de la paix sociale dans tout pays qui se veut progressiste. Donc, je vais donner la parole à Georges, qui certainement a beaucoup plus à dire sur ce point que moi. Georges, on t'écoute. Allô, Caro? Oui, on t'écoute, Georges. Ben oui, mais c'est cela. Je suis bien content que Madame Kanté ait pu dire ce qu'elle a à dire, parce que, bon, tu sais très bien que je suis avec toi au Québec, au Canada, et nous disons des choses sur le Congo-Brazzaville avec quand même ce déficit de ne pas être sur place, et le fait qu'elle ait vécu ces événements sur place, dans son esprit et dans sa chair. Vous voyez très bien les images qui circulent partout. Et elle a été brutalisée, elle a été mise en prison, elle a été menottée, elle a été malmenée. C'est vraiment une martyre. Elle est martyre dans un pays qui se réclame un pays de démocratie, où M. Sassou Nguesso dit à qui veut l'entendre qu'il y a la liberté de presse au Congo-Brazzaville. Mais il n'y a pas cette liberté de presse, L'opposition en tant que telle n'a aucune tribune au Congo-Brazzaville. Tout en dehors de Mme Kanté, Morel Kanté, mais les journalistes qui opèrent au Congo-Brazzaville, aujourd'hui, personne ne se lève pour dire quelque chose contre le régime en place. Alors comment peut-on se revendiquer de la démocratie et de la liberté de presse au Congo-Brazzaville? Et j'aimerais tant que M. Sassou Nguesso fasse une politique qui est en rapport à la pensée qu'il a de la politique, la vision qu'il a de la politique, qui est une vision monarchique. Parce qu'il a des scénarios aussi, Caroline, il a des scénarios par rapport à ce qui se passe. Il est en train de jouer sans bateau pour qu'il revienne lui-même au pouvoir, c'est-à-dire comme on l'a dit tantôt, n'est-ce pas, faire sauter les verrous de la Constitution qu'il a mis en place et qui lui fait mal maintenant, qui lui fait mal. Mais le deuxième scénario, c'est positionner son fils. C'est positionner son fils, qu'il est en train de former par tous les moyens. Et on le voit très bien, les apparitions de son fils. Mais ça ne serait pas un problème pour nous, les démocrates. Qu'il positionne son fils, ce n'est pas un problème. Bien au contraire, nous l'encourageons plutôt à aller dans ce sens. Qu'il conjure. Maintenant, le problème, à ce moment-là, c'est de revoir la gouvernance électorale, Caroline. La gouvernance électorale. Parce que nous avons un fichier électoral qui est biaisé à un degré que vous ne pouvez pas savoir. Vous voyez? Oui. La configuration géographique du Sud, la géographie sociale du Sud, qui dispose que les régions nord représentent près de 20% de la population congolaise, et les régions du Sud représentent 80% de la population congolaise. Et maintenant, dans le fichier électoral, on trouve beaucoup plus de la population au nord qui sont favorables à M. Sassou Nguesso que les régions très denses et peuplées du Sud. Mais cela c'est insupportable. Georges, c'est flagrant. J'aimerais qu'on revienne, parce que le temps file, là, sur M. Hollande et cette rencontre. Je ne sais pas si elle a eu lieu, la rencontre là avec M. Sassou Nguesso et M. Hollande, mais est-ce qu'il n'y a pas de l'espoir que M. Hollande mette les points sur les i, comme on dit au Québec, et qu'il lui dise franchement qu'il y a une certaine influence sur M. Sassou Nguesso? Ben, écoute, oui, la rencontre avec Monsieur François Hollande a eu lieu hier. Et c'était une. Attendez, c'est en plus pour les gens qui sont sur place, qui suivent cette actualité, c'est une honte pour Monsieur Sassou Nguesso. D'abord, la rencontre était prévue à 15 heures. Et puis, ils l'ont déplacé à 11 heures. C'est vrai qu'il y a aussi les préoccupations de la Grèce, mais en tout cas, c'est déplacé. Et ça a démobilisé aussi les gens pour venir, puisque c'était 15 heures et on a déplacé, pour qu'il n'y ait peut-être pas beaucoup de gens qui viennent à ces manifestations-là pour ne pas déborder les services de police. Mais les Congolais ont manifesté leur ras-le-bol, et M. Hollande a dû marteler aussi sur sa position, parce que on voit mal comment est-ce que M. Hollande peut revenir sur des choses qu'il a dites sur la place et puis voilà. La place et publique, M. Sassou a refusé de déjeuner, puisque Mme Kanté était sur place, a refusé de déjeuner avec M. Hollande. S'il a refusé de déjeuner avec M. Hollande, ce qui veut dire que ça n'a pas pu, voilà. Et Mme Kanté qui était là, qui fait des signes à côté de moi, je voulais passer la parole pour qu'elle vous donne encore une réponse plus précise que la mienne. Oui, allez-y, Mme Morel Kanté, on vous écoute. Voilà, donc pour Sassou qui pensait que son baratin sur le changement de la Constitution allait passer comme lettre à la poste auprès de Hollande, a été tellement déçu qu'il a refusé le déjeuner.
Ah oui, ben c'est ce que Monsieur Goma disait. Il a refusé carrément. Là, alors, ça revirement de situation ici, là. Voilà. Alors, et puis sur place ici, ce qui a été formidable, c'est que la mobilisation que nous avons faite ici pour dire non à son arrivée en France, parce que c'est lui qui parle d'ingérence, il aurait dû rester donc au pays, ne pas mettre les pieds en France et attendre que Hollande aille là-bas. Parce que dès qu'on parle à Sassou, dès qu'on lui dit de ne pas changer la Constitution et que c'est l'ancienne colonie qui le dise, il crie à l'ingérence, il incite à un sentiment anti-français sur place. Or, l'ingérence, Sassou fait plusieurs types d'ingérence en Occident. L'ingérence économique, l'ingérence financière, tout l'argent du Congo se retrouve à son compte, au compte de ses enfants, de sa femme, de sa famille, dans les banques françaises, américaines, brésiliennes, chinoises et Dubaï. Ces maisons sont où? C'est ici qu'il fait son patrimoine mobilier. C'est ici où il fait l'ingérence à l'habitat. Alors, quand, en termes de géopolitique, on devient sélectif, au point de ne voir en ingérence que lorsqu'on vous dit arrêtez, respectez votre ordre constitutionnel, je dis que Sassou est faux. C'est du faux qu'il est en train de véhiculer. Il est habitué à la propagande et il y a des gens autour de lui pour faire écho à tout ce mensonge à peuple. Ensuite, ce qui a été formidable hier, c'est que son fils a tenté de faire la provocation sur le site sur lequel on se trouvait pour manifester. Il est venu à 2 carrés de là, 2 pâtés seulement, 2 blocs, pour faire des achats. Et donc, des militants un peu plus jeunes, un peu plus radicaux, l'ont trouvé dans le magasin et l'ont mis à genoux. Oh. L'ont mis carrément à genoux pour lui dire que ce que son père fait au peuple, c'est pas du normal. Et qu'il a tremblé, il a pensé qu'il allait être physiquement agressé, ce que les gens n'ont pas fait, mais ils lui ont donné des messages clairs pour son père, et il a dit qu'il transmettra le message à son père, et c'est la police, il y a une vingtaine de gendarmes qui se sont détachés de là où on était pour aller les séparer. Bon, heureusement qu'il n'y a pas eu d'arrestation parce qu'il n'y a pas eu d'agression physique. Mais c'est pour montrer qu'ils sont en train de vouloir pousser, nous, Congolais, à justifier la violence. Nous ne voulons pas qu'il y ait de violence. Nous ne voulons pas avoir à justifier la violence. Parce que la violence, Sassou nous l'a tellement fait subir qu'il y a une frange de Congolais qui veut se venger. Or, la vengeance, c'est pas la vengeance par les urnes, la vengeance démocratique et républicaine, c'est tout ce que nous voudrions souhaiter pour notre pays. Pas une violence qui va, parce que transmise par un pouvoir négatif, par Sassou. Voilà un peu l'ambiance qui a prévalu ici hier dans les coulisses de cette réception-là, où Sassou s'en est sorti, mais très mal. Il n'y a pas eu de tapis rouge pour lui non plus. Bon, ben, il n'y a pas eu de tapis rouge. Pas du tout de tapis rouge. Il a été reçu à l'Élysée, c'est vrai, mais le protocole était réduit au minimum parce que Hollande a voulu montrer que c'est pas par amitié amicale, si je peux me permettre l'expression, qu'il reçoit Sassou, mais plutôt par tout simplement par diplomatie, par géopolitique, des problèmes de géopolitique, des géostratégies qui font que des États doivent se parler. Mais c'est pas l'homme Hollande qui a reçu l'homme Sassou pour parler de modification ou de changement de constitution, comme Sassou est en train de le faire croire via ses réseaux, via son laboratoire de propagande, via Facebook même, où son équipe s'est mise déjà en marche pour pouvoir faire véhiculer ce message. Que tout s'est bien passé entre Hollande et lui, c'est faux. Ouais. C'est faux. Madame Hollande a rappelé qu'il reste sur le principe de Dakar lors du sommet du forum de la francophonie et sur son discours du Bénin. Voilà. Madame Morel-Canté, je dois vous arrêter parce que notre émission se termine, mais c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer, de vous parler ce matin. Vous étiez en direct de Paris avec Georges Goma et j'ai envie de dire, Madame Canté, continuez votre beau travail, votre gros travail. J'imagine que forcément, ça donne des résultats au bout du compte. Merci infiniment à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, Madame Canté. Bonne journée, Georges. Au plaisir de se revoir à Québec bientôt. À très bientôt, Caroline, et merci beaucoup de cette retransmission depuis Paris. Alors, lâchez pas votre beau travail à Paris. Voilà, merci à tout le monde. C'est la fin de l'émission, édition du 8 juillet. Merci Francine Chatigny. On a parlé de l'édition de la Quête juillet et août, une édition estivale consacrée à l'eau. Michel Legauthier nous a parlé de toutes sortes de sujets technologiques, Google Dream, entre autres, là.
vous allez voir, vous verrez, là, c'est fort intéressant. Et puis, voilà, Suzanne Castonguay va prendre l'antenne dans quelques minutes. Demain, on se donne rendez-vous. Nicolas Médieu sera là. Pierre Blais qui nous parlera cinéma. Oh, on va parler de toutes sortes d'autres choses, là. Je les ai pas en tête. J'ai pas ma feuille de route en tête, mais en tout cas, ce sera une très belle émission. Une belle journée aussi aujourd'hui. Bonne journée tout le monde. À demain.